n'hésitez pas, même si je ne suis pas lacanienne, l'ascension est tout à fait bienvenue, vous me direz, parce que je l'avais plus imaginé comme un moment de discussion. Et merci, je descends du train à bicyclette et j'ai eu des petits soucis pour arriver, ce qui fait que je n'ai entendu que la toute fin de votre intervention, ma chère collègue, mais je repensais à ce qu'on avait mis en place avec des étudiants en médecine il y a une trentaine d'années maintenant, lors d'un enseignement d'éthique médicale qui nous avait été confié à des très jeunes internes, chefs de clinique. Donc on avait quelques années à peine de plus que les étudiants avec lesquels on allait essayer de trouver les termes de ces questionnements qui n'avaient pas encore eu leur place dans nos études. Et on avait vu que la fiction était aussi importante, était un détour important. Et on avait alors mis en place, au décours de ces enseignements d'éthique, ce qu'on avait appelé cinétique médicale, cinéma, éthique et médecine. Et donc l'idée était à chaque fois de projeter un film, et je me souviens en vous écoutant de 21 grammes. 21 grammes, c'est le poids de l'âme qui s'envole. Vous vous souvenez peut-être de ce film, je crois que c'est un réalisateur mexicain, j'oublie souvent son nom, mais il a une façon de faire les montages qui croisent des destins de manière tout à fait extraordinaire. On a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça d'une croisée. En l'occurrence, dans 21 grammes, on suit 3 destinées. Celle d'un homme qui attend, qui est en insuffisance cardiaque terminale et qui attend la mort d'un autre. Et celui qui va être accidenté et celui qui va être responsable de l'accident. Donc comment vont se nouer les choses. Et on va les suivre dans 3 espaces-temps qui se rencontrent tout en s'ignorant, avec la confidentialité et l'anonymat qui est nécessaire, mais qui est aussi questionné dans ce film, puisque la veuve du donneur va chercher à voir où rebat ce cœur. Et on va voir après de manière très symbolique comment, en se rapprochant du receveur, eh bien, ça provoque un rejet, comme si la transgression de l'anonymat, en tout cas chez les donneurs morts, ne permettait plus quelque chose. Enfin, on avait trouvé que le détour par la fiction permettait déjà de penser différemment aussi d'autres acteurs de la scène du soin, d'autres vécus, donner voix, donner aussi la possibilité de se représenter, d'imaginer d'autres lieux, d'autres temps de la scène du soin, qu'il n'est pas toujours facile d'envisager quand on est dans sa pratique hospitalière, dans son cabinet, dans une pratique médicale déjà très exigeante en termes de mobilisation, bien sûr, de toutes les connaissances, de l'expérience pour se centrer sur l'expertise de la maladie. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est nous aussi fait de toutes ces fictions, de tout cet imaginaire, et que ça participe sans doute à une fabrique du soin dans notre espace commun, de ce bien commun qui est notre santé, et que bien sûr les professionnels de santé s'inscrivent à un moment donné dans une société, dans un moment aussi de cette création commune. Et c'est important de pouvoir aussi l'identifier et le partager. Et voilà, le cinéma permettait cela. On a aussi beaucoup travaillé, je crois que j'ai dû projeter 120 fois Haut les cœurs. Je ne sais pas si vous aviez vu à l'époque, c'était une réalisatrice de documentaire, Solveig Anspach, qui là fait sa première œuvre de fiction où elle va traiter de son propre cancer, dont elle mourra des longues années plus tard, mais qui aussi nous permet de nous construire comme soignants, en envisageant aussi tous ces moments d'annonce, non seulement celui que vit dans ce lieu de grande tension, de rencontre, d'épreuves,
bien sûr pour le patient, mais également pour le soignant, et l'importance de reconnaître l'épreuve aussi pour le médecin dans une annonce difficile. Mais aussi, la fiction permet de se représenter d'autres temps d'annonce, quand cette jeune femme doit annoncer son cancer du sein à son frère, qui est très fragile, à son orchestre, avec le souci qu'elle ne soit pas trop bien remplacée et qu'elle soit toujours attendue dans un temps de rétablissement où elle pourrait retrouver sa place, son métier, son engagement, sa passion. Et voilà, bon, et à chaque fois, ce qui était aussi intéressant, c'était de convier non seulement, bien sûr, en l'occurrence, des étudiants en médecine, mais il y avait des étudiants dans toute autre discipline. Et puis, il y avait aussi les réalisateurs, les acteurs. Et récemment encore, puisqu'on remonte 30 ans plus tard un cycle similaire à l'Hôtel-Dieu de Paris, je voyais, on projetait là un court-métrage, Munch, où il est question d'une jeune sage-femme qui finit son travail de nuit au petit matin en accouchant une jeune parturiente, et en voulant lui tendre l'enfant qui vient de naître, elle voit le regard qui s'absente et elle voit que cette jeune femme est dans l'impossibilité d'accueillir cet enfant, qu'elle est ailleurs, perdue, au loin. Et on voit cette jeune sage-femme ne sachant pas à qui transmettre ce trouble qu'elle a furtivement rencontré. Et ce court-métrage s'inscrit dans la nuit qui commence le jour, hein, et toute la porosité pour les soignants avec quoi ils repartent de leur travail. Et nous avions convié à cette projection une professeure de médecine du travail et une psychiatre de périnatalité. Et en fait, ce qui était aussi intéressant, c'était de voir que les réalisateurs, producteurs de ce court-métrage étaient également surpris de voir l'intérêt qu'avaient les professionnels de santé pour des médiations sensibles, des œuvres de fiction, pour mieux communiquer également, ne pas être que dans les données factuelles, épidémiologiques, sur la dépression périnatale, ou sur la souffrance au travail, ou sur les rythmes de nuit, mais aussi l'importance de tout ce langage sensible qui nous permettent de nous réunir et d'approcher ces réalités. Voilà, donc je voulais vous rejoindre à travers votre présentation, et je vous en remercie. Vous dire juste en quelques mots, moi, d'où je viens. Je viens de la médecine interne, et comme beaucoup, j'espère qu'avec les jeunes, on est en train un peu de progresser, mais aussi d'une souffrance et d'un manque. Un manque dans ma formation médicale, mais aussi une souffrance, bon, c'était effectivement un moment de la formation médicale très focalisé sur la dimension technoscientifique et un prisme biomédical exclusif, mais on se sentait extrêmement démunis comme si vraiment la relation de soins, la rencontre était un impensé, mais aussi d'autres moments comme le rétablissement. Et heureusement, c'était parfois de manière un peu vive, hein, avec les patients. On apprenait bien sûr le métier. Je me souviens de cette première patiente en consultation à qui j'annonçais triomphalement sa guérison, parce que j'avais avec joie découvert la normalisation de sa vitesse de sédimentation à l'époque. Et avec une volée de bois vert, elle m'a dit « Mais je ne suis pas à une vitesse de sédimentation, ma vie est bouleversée, tout mon équilibre affectif, familial, socio-professionnel. » Et voilà, or, dans nos études, le rétablissement, c'est quelque chose qui se prescrivait, où il fallait reprendre le cours de la vie là où on l'avait laissé avant l'épisode aigu, avant la dernière poussée du lupus ou quoi que ce soit. Et de voir aujourd'hui, dans ce mouvement aussi de démocratie en santé, voir fleurir aussi un engagement citoyen, un engagement dans le partenariat en santé venant de patients. Je pense notamment en santé mentale, qui n'enlève rien à la crise que nous vivons et à la tension
dans le soin et à la pauvreté et l'inquiétude que nous partageons vis-à-vis de notre système de santé. Mais pour autant, il y a aussi des lieux d'émergence et de créativité, et notamment voilà, dans cette paire aidance. J'y travaille depuis longtemps à l'Université des patients à Sorbonne, qui est née au moment de l'épidémie SIDA. Donc maintenant, il y a 20 ans, on a même une chaire à Sorbonne, vulnérabilité et compétences, qui confère des compétences avec des diplômes, voire parfois des professeurs d'université en sciences de l'éducation, et consacrer les savoirs. Alors l'autre jour, j'ai fait un lapsus, je voulais dire expérientiel, et on m'a dit que j'avais dit espérantiel. Alors je vais retenir mon lapsus, mais retenir que les savoirs des patients à l'épreuve de leur maladie peuvent se transmettre aux professionnels de santé et peuvent améliorer les pratiques de santé. Donc ça, c'est vraiment une révolution, même si elle est encore à la marge. Et aujourd'hui, donc, après 33 ans de médecine interne et de soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière, j'ai rejoint l'Hôtel-Dieu de Paris, ce très vieil hôpital au cœur de la cité, qui se transforme, qui devient un hôpital essentiellement de médecine dite ambulatoire, un peu cette utopie, enfin, qui n'est possible que pour des patients qui peuvent être sur leurs deux pieds. Et là, c'est des consultations en médecine ambulatoire, surtout pour des populations fragiles, les mineurs non accompagnés, les femmes victimes de violences, les centres de rétention administrative. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans cet hôpital qui se transforme, qui accueille également des start-up en santé, il y a des patients partenaires qui y travaillent pour que l'innovation dans le domaine de la santé se fasse avec la contribution des patients, que ça soit vraiment une co-construction. Et donc pour dire que là aussi, les récits de vie, les récits de soins, que ça soit les récits patients, les récits aidants, les récits soignants, c'est autant d'expériences pour construire le soin de demain. Voilà, je ne voudrais pas abuser de mon temps, je ne sais pas... Non, mais vous n'abusez surtout pas de votre temps. Oui, Maxime. Festival de récit-thérapie. Alors, le festival de récit-thérapie. Je vous ai découvert sur ce sujet. D'accord, je vais vous raconter. Donc, alors, si je reviens, je vous ai un petit peu parlé comme ça de l'enseignement de la médecine à l'épreuve de la fiction. Et puis, ayant été responsable pendant 25 ans de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs, il est vrai que... on est aussi à la recherche de langage, cette question des mots justes, cette question, je ne sais pas si vous connaissez le podcast du Serment d'Augustin. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir ce podcast. Vous savez qu'il y a un essor considérable des podcasts en santé qui, là aussi, participent à nous construire. Et il y en a un, j'adore son titre déjà, et c'est un titre vraiment pour votre festival, cher Maxime, il s'appelle « Prenons soin des mots ». Et voilà, l'importance de prendre soin des mots. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous occupe tous. C'est comment on va trouver, moi qui suis dans le vieil médecin, mais je me souviens vraiment, les dernières consultations en soins palliatifs, il m'arrivait de sortir parfois avec une espèce de joie, comme si on avait trouvé ensemble dans la relation un mot juste qui nous permettait de nous relier ensemble à ce vécu. Et j'avais l'impression qu'on avait trouvé une pépite extraordinaire. Alors, avec mon ami Mathieu Simonet, qui est un romancier, qui était en résidence littéraire à l'Assistance publique, qui, quand je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années maintenant, menait un projet de récit d'adolescence, et comme nous étions une équipe mobile de soins palliatifs, on relayait sa proposition auprès de patients qui racontaient un temps de leur adolescence. Par le conseil régional, c'était transmis à des collégiens, des adolescents du moment, qui répondaient un à un aux patients, et tout ça avait donné lieu à un concert littéraire. Depuis lors, avec mon ami Mathieu Simonet, nous n'avons cessé de tramer, et finalement, on a
appelé ce développement de médecine narrative récit-thérapie. On voulait comme ça lui donner un mot valise. Peut-être on a un rendez-vous, vous êtes invité en septembre avec le petit Robert, parce qu'on trouve qu'il y a des mots aussi qui n'existent pas, ou des mots qu'on aimerait créer. Par exemple, quand on perd un enfant, quand on perd un conjoint, on est veuve, quand on perd ses parents, on est orphelin, mais il n'y a pas de mots pour dire ce qui passe, peut-être parce que c'est un impensé. Mais voilà, donc avec Mathieu, on s'est mis à travailler, on a eu un financement de recherche de la plateforme nationale Fin de Vie sur les mots justes d'une part, et sur une autre thématique qui m'était très chère, qu'on a appelée les fantômes soignants, c'est-à-dire la trace laissée par les patients dans les mémoires des soignants. On vit un moment dans tout notre monde occidental aussi où on va manquer cruellement de professionnels de santé. C'est quelque chose qui interroge nos sociétés, aussi en termes de solidarité. On a perdu un peu les structures familiales aussi, les aidants commencent à consacrer vraiment leur place, mais ils sont mis quand même bien souvent à l'écart dans le monde professionnel et hospitalier. Donc voilà, toutes ces lignes aussi bougent. Et en travaillant sur ces fantômes soignants, on a créé ce collectif qui est tout à fait ouvert. Si vous allez sur Récit-Thérapie, vous pouvez adhérer à cette jeune association, c'est tout à fait libre. On se rencontre une fois par mois, on y invite toutes ces formes émergentes qui construisent voilà, ce soin à partir à la fois des études académiques, parce qu'il faut savoir que dans le champ des études littéraires, ça bouge aussi énormément. Moi, j'étais toute surprise d'enseigner devant nombreux étudiants master de littérature qui travaillent sur des textes sur la maladie, la mort, la fin de vie, et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui nous relie à travers le langage et le récit. Et donc on fait un festival, on vient de faire notre festival, comme c'était le troisième, le 11 juin dernier. On était à 5 ans du Covid, on a souhaité le consacrer à l'importance des voix dans le soin, donc on l'a appelé voix, mémoire et soins, et avec voilà, toutes sortes de contributions, y compris bien sûr les arts. On avait convié le théâtre de la ville et on leur avait demandé, puisqu'ils avaient contribué pendant le Covid à des consultations poétiques, et là on les avait aussi sollicités pour une chorégraphie de la mémoire des gestes de soins en réanimation quand on faisait des pirouettes. Voilà, tout ça pour raconter en quelques mots comment cette fabrique du soin nous implique bien sûr soignants, patients, aidants et passants. Merci. Merci beaucoup à vous et bravo pour cette pratique. Ce festival, il se déroule où et les dates, vous avez... Voilà. Alors, si vous allez sur Récit-Thérapie, on aura bientôt un site récitthérapie@gmail.com. Vous pourrez après recevoir la programmation. On a tous les mercredis, une fois par mois, de 18 à 20h. Et le festival lui-même, c'est annuel et c'est au mois de juin. Très bien, merci et bravo. Je me permets encore, en tant qu'organisateur de ce congrès, de dire merci à toi. Mais la chose, et puisque je connais un peu la vie intime de tous ceux que j'ai invités, ce qui n'est pas secret pour toi, tu as eu personnellement un fils qui a été malade. C'est ça? Un enfant où tu as annoncé. Non, peut-être, pardon Maxime, peut-être parce que, peut-être ça croise deux histoires, mais je travaille beaucoup avec une comédienne, autrice, dramaturge, autrice de la pièce Apnée, si vous voulez. Apnée, c'est ça. Voilà. Et Apnée. Juste un petit mot. Un mot, Apnée est une pièce extraordinaire qui fait le tour des espaces éthiques régionaux et des facultés de médecine et d'autres professions de soins, qui traite d'un désaccord profond entre famille, parents et équipe médicale à propos d'un projet de transplantation pulmonaire d'un enfant.
Et vraiment, je vous invite à voir cette pièce quand elle passe. Parfois, il y a, vous savez maintenant, dans ce théâtre aussi, des courtes formes pédagogiques qui peuvent s'insérer. Vous pouvez l'inviter à Limoges. Pour la prochaine fois. C'est formidable. Et puis, un dernier mot. Et tu connais bien les Limoges, puisque... Oui, parce allez, vas-y. Alors, donc moi je suis interniste, etc. Et je faisais du soin palliatif, donc j'ai beaucoup travaillé avec Dominique Bordessoul, voilà. ma chère collègue hématologue, qui m'avait invité dans la création d'un réseau de soins dans votre beau Limousin. Merci. Merci.